Bonjour à tous et un grand merci à tous les abonnés de la chaîne. Merci à tous ceux qui me posent des questions, qui m'envoient des encouragements, qui encouragent cette chaîne, qui me posent des questions et bien sûr qui détectent certaines erreurs, que ce soit dans les calculs ou autres. Sauf que j'aimerais bien que pour ceux qui veulent poser des questions ou qui ont des remarques sur certaines vidéos, qu'ils m'indiquent toujours dans quelle partie, c'est-à-dire quelle est la minute où leur remarque intervient. Donc précisez dans votre commentaire minute telle de la vidéo telle. Dans la chaîne, vous avez plus de 500 vidéos. C'est très difficile que je me rappelle de toutes ces vidéos-là. Donc précisez à quelle minute vous allez poser votre remarque. Bien, je viens de recevoir une question sur le calcul de la capacité d'un condensateur. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je ne sais pas, les gens ne se retrouvent pas dans les vidéos. Donc, je vais rappeler brièvement comment on calcule la capacité d'un condensateur dans le cas général. Et je vais faire l'application au condensateur plan, condensateur cylindrique et condensateur sphérique. Eh bien, quelle est la méthode générale pour déterminer la capacité d'un condensateur? Vous avez trois étapes. D'abord, on détermine le champ entre les armatures, souvent par le théorème de Gauss. Ensuite, on calcule la circulation de ce champ entre l'armature interne et l'armature externe qui est égale à V1 moins V2. Et enfin, on écrit V1 moins V2 sous la forme Q sur une constante. Cette constante, c'est la capacité. Donc, C est égal à Q sur V1 moins V2. Bien. Je vais appliquer ça à un condensateur plan. Un condensateur, je vous rappelle, c'est deux conducteurs en influence totale. Ça veut dire si un porte une charge sigma, l'autre obligatoirement, il porte la charge moins sigma. Donc, je pose ici par exemple 0. L'épaisseur de ce condensateur, je vais l'appeler E. Et comment déterminer la capacité de ce condensateur? Eh bien, il faut d'abord déterminer le champ créé par un plan infini. Bon, ça, je l'ai détaillé dans la vidéo qui est relative au théorème de Gauss, où j'ai traité pratiquement tous les cas possibles, plan, cylindrique, sphérique, avec le détail. Donc là, je vous donne juste le résumé. Donc, toujours symétrie plus invariance pour un condensateur plan montre que le champ ne dépend que de Z et les suivants EZ. Bon, ensuite, pour calculer le champ, on prend une surface de Gauss. Ce qui est important, il faut qu'elle ait la même distance du plan. Vous avez ici la même distance Z, parce que champ ne dépend que de Z, donc il faut que le module de champ en ce point est le même en ce point. Voilà la contrainte pour le choix de théorème de Gauss. Ensuite, le flux, ça sera le flux à travers la base supérieure plus le flux à travers la base inférieure. Le flux latéral, bien sûr, c'est 0 parce que E est perpendiculaire à D de S. Quelle est la charge intérieure? C'est cette partie-là. Et puisque la charge, le condensateur est chargé avec sigma, donc c'est sigma fois S parce que vous avez ici la même surface, même surface. Donc vous avez tout de suite E égale à sigma sur 2 epsilon 0. Ça c'est pour un plan infini. Un condensateur plan, c'est l'association de deux plans infinis. Un chargé avec plus sigma, l'autre avec moins sigma. Ben, je fais le théorème de superposition. J'ai un plan infini, je sais que le champ est dirigé de la charge positive vers l'extérieur, donc voilà E+. Voilà E+, on a un point. Voilà, on a un point. Ça, c'est le champ créé par le plan plus sigma. Avec moins sigma, c'est un champ qui va être dirigé vers le plan, dirigé vers le plan, dirigé vers le plan. Les deux, ils ont le même module, qui est sigma sur 2 epsilon 0. Si le condensateur plan, il suffit de faire juste la somme des deux. Donc, la somme de deux vecteurs de même module de sens opposé, ça va vous donner 0. À l'extérieur des deux condensateurs, là aussi, la somme de deux vecteurs de modules opposés, de sens opposé de même module, c'est 0. Entre les deux, vous voyez bien que les deux champs, ils ont le même sens, même module. Donc, le champ, ce sera 2 fois E. Donc, ce sera sigma sur epsilon 0. Voilà la première étape. Ensuite, vous calculez la circulation entre le conducteur 1 et le conducteur 2. Toujours le conducteur 1, c'est celui qui est chargé positivement. Conducteur 1 qui est chargé négativement. Donc, ça vous donne V2 moins V1, mais avec ce signe moins, ça vous donne V1 moins V2. E, c'est une constante, donc ça sera E fois l'épaisseur, parce que j'intègre entre là et là. Et je remplace Q par sigma fois S, donc je remplace sigma par Q sur S. Et donc, c'est V1 moins V2 divisé par Q sur V1 moins V2, et ça vous donne epsilon 0 fois S sur E. Donc, vous voyez bien que la capacité ne dépend que des paramètres géométriques, l'épaisseur, la surface, et du milieu qui est entre les armatures. Ici, vous avez le vide, sa constante diélectrique, c'est epsilon 0.
Bon, pour un condensateur sphérique, c'est la même chose. Vous avez une sphère interne de potentiel V1 chargée toujours en surface. Je vous rappelle, un conducteur n'est chargé qu'en surface, en équilibre bien sûr. Par influence totale, si vous avez une charge Q ici, vous allez avoir une charge moins Q. Et comme d'habitude, symétrie plus invariance, le champ créé par une sphère de charge Q surfacique et les suivants ER et ne dépend que de R. Le flux, c'est E fois 4 pi r carré. Voilà ma surface de Gauss. Quelle est la charge intérieure? C'est la charge totale Q. Donc ça va donc tout simplement le champ c'est Q sur 4 pi epsilon 0 r carré. Ensuite, on va calculer la circulation de ce champ entre ce point jusqu'à ce point-là. Entre 1 potentiel V1 jusqu'à potentiel V2. Autrement dit, entre R1 jusqu'à R2. La même chose, l'intégrale d de V, ça vous donne V1 moins V2. L'intégrale de Q sur 4 pi epsilon 0 d de R sur R carré. D de R sur R carré, la primitive, c'est moins 1 sur R, entre 1 et R2. Ça vous donne cette expression-là. Et donc, V1 moins V2, c'est Q. C'est Q sur V1 moins V2. Et ça vous donne 4 pi epsilon 0 R1 fois R2 sur R2 moins R1. Même remarque. Ne dépend que des paramètres géométriques de la rayon du première sphère, le rayon de la deuxième et bien sûr du milieu entre les deux armatures. C'est toujours le vide, c'est pourquoi vous avez epsilon 0. Bien. Pour un condensateur cylindrique, toujours même principe, même canevas. Je calcule d'abord le champ créé par un cylindre infini chargé avec une densité surfacique sigma. Toujours il n'est chargé qu'en surface. Bien sûr, symétrie plus invariance, le champ il est radial, il ne dépend que de R et les suivants ER. Voilà ma surface de Gauss, c'est un cylindre de hauteur H et de rayon petit r. Le flux dans ce cas-là, ça sera le flux latéral, parce que le flux à travers les bases, il est nul. Vous avez le champ ici, ER, il est perpendiculaire à D de S. Quelle est la charge intérieure à ce cylindre? C'est la charge qui se trouve sur cette surface-là, parce que le cylindre, il est chargé uniquement en surface, pardon, ici. C'est sur cette surface-là. Et ça sera sigma fois la surface d'un cylindre de rayon grand R1. Bon, je l'appelle R1 et de hauteur H. Donc, surface latérale, c'est 2 pi R1 fois H. Donc, je remplace le flux est égal à sigma AQ sur epsilon 0. Donc, E, ça sera sigma R1 sur epsilon 0 fois R. Ensuite, je calcule la circulation de ce champ. Même chose entre l'armature intérieure et l'armature externe, c'est-à-dire entre R1 et R2. Ici, bien sûr, c'est R1 partout, c'est R1, R1, voilà. Donc, V1 moins V2, c'est sigma R1 sur epsilon 0. L'intégrale D de R sur R, c'est le log de R. Entre R1 et R2, ça donne log de R2 sur R1. Je remplace, je fais apparaître Q, toujours en utilisant la charge. Q, c'est la charge du conducteur interne, donc ça sera sigma fois sa surface latérale, 2 pi R1 fois H. Autrement dit, sigma R1, c'est Q sur 2 pi fois H. Donc je remplace sigma R1 par sa valeur, Q sur 2 pi fois H, et le reste, c'est epsilon 0 log de R2 sur R1. Donc c'est Q sur V1 moins V2, donc vous voyez bien que ça sera 2 pi epsilon 0 divisé par log de R2 sur R1. Donc voilà ce qu'on appelle la capacité de ce condensateur. Souvent on définit capacité par unité de longueur, ce sera 2 pi epsilon 0 log de R2 sur R1. Un cas particulier que déjà traité dans un exercice précédent, si la distance, je prends un condensateur cylindrique, et si les distances entre R2 et R1 tend vers 0, ça veut dire R2 moins R1 tend vers 0, on va voir que ce condensateur va devenir l'équivalent d'un condensateur plan. Comment on va faire ça? Je pose D égale à R2 moins R1, donc R2 est égal à D plus R1, et je fais un développement limité de log de R2 sur R1. Donc je remplace R2 par D plus R1, donc ça donne 1 plus D sur R1. Vous savez que log de 1 plus X, c'est de l'ordre de log de X, donc ça sera de l'ordre de D sur R1. Donc, je remplace ici log de R2 sur R1 par D sur R1. Et 2 pi R1 n'est autre que la surface latérale, ça sera 2 pi R1 fois H. Donc, vous voyez bien, c'est epsilon 0 fois S divisé par D. Donc, je retrouve la capacité d'un condensateur plan. Donc, voilà, je l'ai fait rapidement parce que c'est un sujet que j'ai traité pas mal de fois. Je vous rappelle que tout ce qui est théorème de Gauss, vous avez une vidéo largement détaillée sur toutes les symétries planes, cylindriques, sphériques. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter très bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires, à liker les vidéos, les partager. C'est toujours un plaisir de recevoir vos commentaires. À très bientôt.